Bien, aujourd'hui, je vais parler de la théorie des invariants pour le schéma des commuttants. Donc, je rappelle que dans le cours précédent, on avait expliqué le théorème de Luna-Richardson, qui donne un outil très efficace pour déterminer l'anneau des invariants. Tout, pratiquement comme dans le cas de l'axiome adjointe. Si M est un cas schéma irréductible, réduit et normal, peut-être sous l'hypothèse caractéristique de K égale à 0, et si G est un groupe réductif, agissant sur M, alors on peut déterminer l'anneau des invariants. Donc ça c'est un anneau de type fini, donc un jet de type fini. C'est un terme général de Hindenburg, Mumford et compagnie. Et ensuite on peut le décrire par une forme de généralisation du théorème de restriction de Chevalet. Donc, qui est dû à Luna-Richardson. Il y a toute une théorie qui, à partir d'une action très générale mais productif, sur un schéma réduit et normal, ils construisent un ouvert principal où les stabilisateurs appartiennent tous à une classe conjugaison de sous-productif de G, et on prend le point fixe sous l'un de ces sous-groupes, et on obtiendra une forme qui est très proche du théorème de Chevalet, qui est en fait un calcul très effectif dans beaucoup de cas. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas où M n'est pas réduit et normal, où on ne sait pas s'il est réduit et normal. Et on cherche quand même à déterminer les anneaux invariants, parce que c'est des motivations réelles qui viennent de comprendre la fibre Hitchin pour les variables supérieures. Je vais expliquer. Donc aujourd'hui, on va chercher à comprendre la M, qui est le schéma des commuttants, qui n'est certainement pas réductible, mais pas réductible et probablement pas réduit. Donc, dans ce cadre, le théorème de Luna-Richardson ne s'applique pas, mais on aimerait bien quand même déterminer l'anneau des invariants un peu sous la même forme que la prédite par le théorème de restriction de Chevalet. Donc soit G un groupe réductif sur un corps K. Donc ici, on va se restreindre à ce cas, c'est déjà compliqué. Plus tard, on aimerait bien passer aux caractéristiques positives, mais comme on ne comprend pas encore complètement le cas caractéristique 0, donc il faut mieux de se concentrer dans ce cas d'abord. Et donc, soit G la jette de Lie de G, et M et D un entier naturel. Donc M, ce sera le sous-schéma de D uplet dans la jette de Lie des éléments qui commutent. Donc ce sera θ1
θ d dans G de D, donc θ I, θ J, égale à 0. Donc ici, on définit comme un schéma, donc c'est un espace affine, donc ces équations dans des équations, et puis donc on quotiente l'anneau de coordonnées par l'idéal engendré par ces équations. Donc a priori, l'anneau quotient n'a aucune raison d'être réduit. Et on a l'axiome de G, n'agit pas axiome diagonal. Donc il faut faire l'axiome adjoint sur chacune des variables. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce schéma? Il a bien sûr un ouvert qui est très joli, c'est l'ouvert des réguliers semi-simples. θ1, θd. Donc M, tel que θi sont réguliers semi-simples. On met aussi bonnes que possible. Dans ce cas-là, on voit bien que c'est des matrices semi-simples qui sont commutantes, donc sont simultanément diagonalisables. Donc, pour les mettre tous dans un carton. Donc, alors pour D égale à 2, on sait que MRS est dense dans M. Ça, c'est un résultat de Richardson. Et donc, ça implique en particulier que M est irréductible. Mais même dans ce cas d'égal à 2, on ne sait pas. Malgré beaucoup de tentatives, souvent infructueuses, on ne sait pas si M est réduit. Même dans ce cas d'égal à 2. Alors pour D est plus grand ou égal à 3, des exemples, des constructions d'exemples de schéma d'Hilbert, de Yarubino, qui n'étudie pas strictement parler de schéma de commutant, mais le schéma de Hilbert qui est très proche. Le schéma de Hilbert. Des sous-schémas de dimension 0 dans A3. Donc 3, c'est le nombre 3 ici. Ça montre que M n'est pas irréductible. Donc il y a des composantes où les matrices sont tous nipotentes, par exemple. Donc, ce qui fait que cet ouvert, qui est très joli, qui est lisse, qui a toutes les bonnes propriétés qu'on veut, a une composition très faible sur M, parce qu'il même son adhérence ne fait qu'une des composantes. Il y a d'autres composantes. Et on n'a aucune idée comment les autres composantes se comportent. Je crois qu'il n'est pas équidimensionnel. C'est des dimensions même bizarroïdes. Il n'y a pas de... Mais avec Chen, on fait cette conjecture que même si le M est très moche, l'invariant doit être très bonne. Donc ici, bien sûr, ce qui remplace le Borel, ça va être on a T de carton. On a le T de D s'injecte dans M, parce que les matrices dans le carton se commutent, et donc ça induit. Donc les fonctions G invariantes sur M deviennent W invariantes sur T puissance D. Ça donne un morphisme
de restauration de Chevalet, disons. Donc ça, c'est... Alors, avec Chen, on pense que ça indique comme un isomorphisme. L'homomorphisme de restriction de Chevalet de KMG dans KTD W est un isomorphisme. Alors pourquoi on pense que c'est vrai? Enfin, d'abord, il y a un autre théorème de Richardson. Richardson c'est un vrai héros dans toutes ces histoires de théorie invariant. Des évidences. C'est un théorème de Richardson qui étudie l'action diagonale de G sur G à puissance D, donc sans aucune hypothèse de commutation. Et indique l'orbite de θ1, θd est fermée si les θi, 1 θd, engendrent une sous-algèbre si et seulement si une sous-algèbre réductive. Les orbites fermées sont engendrent un sous-algèbre. Donc ça, c'est un théorème très important. En fait, il était utilisé, par exemple, dans les travaux de Vincent de la Forgue. Et il utilise ce résultat de Procesi, de Richardson. Et donc, donc les orbites fermées dans la puissance de GD sont des uplets qui engendrent un sous-algèbre réductif. Et dans le sous-schéma des uplets commutatifs, c'est pareil, c'est fermé si seulement si ils engendrent une sous-algèbre réductive commutatif, mais puisqu'ils sont commutants, ça veut dire qu'ils sont tous dans un carton. Donc ce qui implique que les orbites fermées de G dans le schéma de commutant rencontrent toutes T puissance D. Encore un jeu purement clos. Donc on a bien ce morphisme est certainement bijection au niveau des points. Donc il y a au niveau des points, donc ça a une bonne chance d'être, du moment qu'on enlève tous les nipotents, ça devient un isomorphisme. Et notre problème est vraiment de se battre avec les nipotents éventuels. Ici, il n'y a pas de nipotents, ça c'est un schéma normal, mais il n'y a pas de nipotents dans l'invariant. Donc c'est ça, c'est un peu notre problématique. Ensuite, en fait, le terme est connu, on a beaucoup de cas. Le cas de conjecture est connu dans le cas GRN et GLN. Donc c'est dû à Vaccarino et qui se repose sur un théorème de Procesi. Et sans le savoir, nous l'avons un peu redémontré, ce théorème, dans le cas GLN.
Et c'est vrai aussi dans le cas S de groupe symplectique, où là c'était un résultat nouveau de Chen et moi, le Souchian Chen. Et ensuite, avec des techniques un peu similaires aux nôtres, mais bien plus compliquées, c'est possible groupe orthogonal. Et des résultats de 100 Xia Su. Enfin, en fait, je pense qu'on est assez proche d'avoir la démonstration de cas général, mais ça reste encore un peu mouvant, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais je suis quasiment certain que la conjecture est vraie. Oui, oui. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment un isomorphisme. Donc, voilà. Et là, maintenant, je commence à expliquer pourquoi on veut ce théorème, cette conjecture. Donc, la motivation. La motivation, ça vient de l'étude du fibré de la fibration de Hitchin. En dimension supérieure. Alors, un fibré donc soit X, un K-schéma propre et lisse de dimension D. Alors là, on a un fibre de Hitchin dans ce cadre-là, qui fournit en fait une science géométrique très jolie, qui éventuellement, je pense, permet de comprendre la géométrie de variété X elle-même. Mais de quoi il s'agit? Donc, un fibré de X dans le cas GLN de X de rang n sur X consiste à un couple E et θ, où E est un fibré vectoriel de rang n sur X, et θ est un champ de X, donc ça ressemble à une dérivation, disons ici sur V. Donc c'est un morphisme OX linéaire de V dans oméga 1 de X. OX linéaire qui est intégrable. Donc ça ressemble beaucoup à une connexion, donc, mais sauf que ce n'est pas K linéaire, mais c'est OX linéaire. Et puis il faut écrire ce que ça veut dire l'intégrabilité. C'est l'intégrabilité qui nous raccrochera au schéma des commutant. Donc l'intégrabilité, de façon la plus simple d'écrire l'intégrabilité, c'est d'écrire θ comme une axiome des champs de vecteurs sur V. Donc ça devient le fibré tangent de X dans les endomorphismes de V. C'est pareil, c'est OX linéaire. Et intégrabilité dit que si X exprime deux champs de vecteurs sur X localement, défini localement, alors le crochet de X' égale à 0. Donc
les champs de vecteurs, une fois réalisés comme les endomorphismes sur le fibre vectorienne, doivent se commuter. Donc, à partir de cela, il est facile de reformuler la notion de champ de X en termes des morphismes à valeur dans un champ. Alors, le champ, ce sera un point G arbitraire, un groupe réductif, et donc M, le schéma de D commutant, donc D éléments commutants dans G, donc qui pourrait voir comme une θ peut être voir comme une application de VD, donc c'est l'espace vectorien type de dimension D dans G, d'une application linéaire commutante. Application linéaire et commutante. Donc ça c'est M. Donc la base s'envoie dans θ1, θ2, θD, et on demande que les images de vecteurs arbitraires se commutent comme endomorphisme, comme élément d'algèbre de Lie. Alors sur M, on a deux actions. On a l'axiome de G, parce que G agit sur l'algèbre de Lie par adjointe, mais on a aussi l'axiome de GND qui agit sur la source. Donc on a une action sur ce champ, et dans un champ de X, dans un G champ de X, sur cette variété dimension D, ce sera un morphisme, qui est un morphisme de X vers le quotient champêtre de M fois G fois GND, tel que si on envoie sur le classifiant de GND, eh bien on trouve le cotangent, qui sera tout le cotangent. C'est la fibre de cotangent. Donc on relève la flèche de X vers B GND définie par le fibre cotangent dans ce champ quotient. C'était tout comme dans le cas à une dimension, donc ici sur GM, donc ça c'est la fibre canonique d'une courbe. Et donc en quelque sorte, vous voyez, localement, cette partie GND ne joue pas un rôle, donc on oubliera. Donc, bien sûr, pour la géométrie globale, donc, ce sera important d'en tenir compte. Et le morphisme de Hitchin, donc Simpson a défini le morphisme de Hitchin. Donc, dans ce cadre, au moins pour G égale à GLN, donc il définit de la façon suivante. Donc, si vous avez V, si vous avez θ, qui va de V, donc V tenseur oméga. En fait, sa définition est valide sans supposer que ce soit commutant, mais il restreint les commutants. Alors qu'il prend, comme dans le cas dimension A, il va prendre la puissance extérieure. On va prendre lambda I de θ. Ce sera un endomorphisme de lambda I de V dans lui-même, mais c'est des matrices avec des coefficients dans sim I de oméga 1 de X. Donc on réfléchit un peu pourquoi le sim I ici sort, c'est le sim I, mais on va voir pourquoi aussi. Mais en tout cas, ici, si on a la trace,
on a donc la trace de lambda I de θ, ce sera une forme différentielle symétrique. Et donc, on a si M on a un morphisme de M vers. Donc, c'est H, le morphisme de Hitchin, ça c'est le champ de module des fibrés de X vers un espace vectoriel A à D, de A à N. Donc, c'est des formes de différentielles symétriques, des puissances symétriques de oméga 1. Donc, pour l'instant, il y a, si je ne me trompe pas, il y a très peu de gens qui ont étudié cet objet. D'abord, le fait de comprendre ce que sont des différences symétriques, qui est une grosse histoire. On ne comprend pas vraiment cet espace. Il n'est pas stable pour les formations. Donc, ça, c'est un problème. Mais en tout cas, je pense que c'est bon étudier. Les formes disons, extérieures, ça fait partie du homogène de Ram, donc c'est stable par les formations, mais les simis sont plus c'est plus dur. Mais il y a là un trait qui, on va se rendre compte tout de suite que si on appelle ça B, une grosse différence de base avec le cas dimension 1, c'est que ce morphisme est vraiment très loin d'être surjectif. Donc H de n'est pas surjectif dans la plupart des cas. Et en fait, il y a une image qui ça va être un sous-schéma de B qui n'est pas linéaire. Donc il va se factoriser comme ça. Donc ça, c'est une immersion fermée. Et dans le meilleur des cas, le morphisme de M vers A, ça ressemble plus au cas dimension 1. Donc ça ressemble à ça de fibration abélienne. Donc le morphisme de M vers A va être, bon, au moins on s'attend à ce qu'il ressemble pas mal au cas dimension 1, donc génériquement une vérité abélienne à peu près, et avec des générations. Mais le A va être un fermé assez compliqué de B. Donc on cherche d'abord à déterminer ce que c'est ce A. Donc le A, c'est donné pour nous par la théorie des invariants. Donc en fait, on a ceci, on a comme d'habitude, on prend ce quotient champé de M sur G, on va l'objet qu'on va étudier, c'est ce quotient invariant de M sur G, ce qu'on appelle souvent A, et ça va donc B. Donc B, ça va être un vectoriel. Donc A, c'est le quotient ce qu'il est, et puis on va définir cette sorte de plongement de B, de A dans l'espace affine B. Et tout ça, ça munit l'axiome de GMD. Donc GMD et puis un J là-dessus. Et le diagramme, donc le diagramme de M vers A, B sont déduits par torsion par le cotangent. Donc on met tout ça au-dessus de X, et on va le tordre, tout le monde par le cotangent, et on étudie l'espace de section. Et voilà. Donc maintenant je vais vous décrire ce que c'est A et B. Et ça, le morphisme de A vers B, ici, c'est vraiment classique en fait. Si vous
c'est assez dur à lire, mais si vous lisez le livre de Hermann Weyl, ce qu'il appelle la polarisation. Ça ne ressemble plus tellement à la polarisation, comme son temps en géométrie algébrique moderne, mais dans ce temps-là, il appelle ça la polarisation. Alors, rappelons ce que c'est la polarisation de Weyl. Donc, de nouveau, ici, on ne s'embête pas avec, le problème, avec la condition combitante. On prend des vecteurs dans G de D. Donc, ça revient à une application linéaire de l'espace vectorien type VD dans G. Et donc, pour chaque fois qu'on a par le théorème Weierstrass-Chevalley, la vraie, on a l'anneau des invariants des fonctions sur l'algèbre de Lie sur invariants par G sont engendrés par les polynômes invariants homogènes, donc Fi invariant et homogène de degré Ni, Mi, Ni, Mi. Et donc, si vous composez, donc si on va à V de D, dans G, composé avec Fi dans A1, vous avez donc Fi composé avec θ, ça vous fait une application algébrique, donc un morphisme homogène, donc algébrique, morphisme c'est algébrique, homogène de degré Mi. Et donc ça définit donc Fi, donc c'est un polynôme homogène de degré Mi, donc Fi de θ est un point dans sim Mi de VD étoile, du dual. Donc ça nous donne des... donc M, c'est le schéma commutant dans G de D, et ça nous donne, avec ce processus que pour certaines raisons on va appeler polarisation, ça nous donne un morphisme avec le produit de I rn 1 à N de sim Mi de V dual. Donc c'est KD, mais bon, c'est mieux se rappeler que c'est l'effet dual. Donc en tout cas, ça se compose. Donc, ça nous donne un morphisme de MG vers là-dessus. Donc, il faut bien se souvenir qu'ici, on n'utilise pas du tout la condition commutante. Ça définit bêtement sur les matrices, sans cette condition-là. Et c'est un théorème du Weyl, je pense. Enfin, c'est essentiellement un Weyl, mais donc ça c'est A, donc ça c'est B. Donc le morphisme
de polarisation de A dans B est fini et il induit un homéo universel de A sur son image. En fait, ici, vaut mieux que je prends plutôt le truc de TD divisé par W qui s'envoie à A. Donc, le résultat de Weil, proprement dit, ça parle de ce morphisme-là, plutôt que ceci. Mais quand on pensait que de toute façon, celui-là est un isomorphisme, donc c'est pareil. Mais il vaut mieux penser que c'est plutôt ce morphisme composé dont Weil parle. Donc ça c'est vraiment Weil. Mais c'est équivalent puisque la conjecture est que TD sur W doit être égal à A. Et c'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme de A sur son image dans le cas où G est égal à GLN, SP symplectique, et ce n'est pas un isomorphisme. Lorsque pour SO de Zen. Ça, c'est un calcul dû à Wallach. De nouveau, Wallach, tous ces calculs se font par le morphisme TD sur W vers B, et non pas par ce A. Ce A est resté mystérieux. Donc, tout le calcul classique, ça conserve ce morphisme-là. Et donc, là, il y a la bonne référence, un article de Hunziker. Rappelez tout un peu toute cette histoire. Donc, enfin, en fait, il y a l'une des tentatives aussi, c'est d'essayer d'utiliser ce morphisme là, pour démontrer que ceci est un isomorphisme. Mais bon, ça bute toujours le même problème, que A n'est pas connu a priori que A est réduit. Mais le calcul de Wallach ici montre en fait l'image dans B n'est pas normale. Alors que ce truc-là, il est normal. Donc, ça ne peut pas être un isomorphisme. Donc, il y a une normalisation, une petite normalisation. Pas grand-chose, mais voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais discuter maintenant du sort de la preuve du théorème dans les cas où il est connu. Donc, je vais discuter de la démonstration de la conjecture dans le cas G de GLN ou SP de Zen. Donc, c'est de bons cas que ce morphisme sont fermés, mais on ne va pas utiliser ce théorème-là, en fait. Le cas SO de Zen et le cas SO par Song Xiaosu semble être un peu le même technique, mais c'est 4 fois plus compliqué, mais je n'ai pas eu le temps de relire la preuve. Voilà. Donc, rappelons un peu la situation. On a M, dans le schéma de commutant, qui est vraiment moche, qui a plein de composantes réductibles. Il y a des scènes qu'on ne veut pas, mais en fait, on pense qu'une fois qu'on prend les invariants, il disparaît. Et puis, on a
la restriction de Chevalley qui va de T puissance D dans M sur G. Et on voit qu'il y a ici un isomorphisme. En fait, le tout, c'est en fait le construire. La question, c'est vraiment comment construire. Comment construire a priori un morphisme dans le sens inverse. Vous voyez, même dans le cas d'Irena 1, en fait, ce n'est pas clair comment construire un morphisme de G sur TW. On a ce morphisme parce qu'on sait que la restriction de Chevalley est un isomorphisme, donc l'inverse. Mais il n'y a pas une construction, enfin, il n'y a pas connu de construction de G. Il n'y a pas une construction jolie, enfin, pas encore. Pas de construction a priori, même de ce truc de base de G sur TW. On a, en revanche, on a le morphisme de G sur TW. C'est le morphisme de Sternberg. Donc là c'est puis bateau, on prend les représentations et puis prend la trace. Donc ça donne ce morphisme. Donc on voit que l'anneau des invariants de W sur T, donc quand j'ai ce symbole connexe, est engendré par les traces, par les représentations. Et ça donne ce morphisme. Mais ici, au niveau de la algèbre de Lie, ce n'est pas clair. Donc je vais expliquer pourquoi. Enfin, il y a une façon de le faire, mais j'ai pas encore, tout n'est pas encore ficelé. Mais, donc pour être, on a pensé pour Chevalley et S ici, donc ça c'est ce qu'on veut, pour le morphisme spectral. Donc quand on prend le spectre, c'est vraiment au niveau des points, on prend les valeurs propres, les opérateurs, et les met ensemble. Pas plus que ça, mais il faut savoir construire. Tel qu'on veut que si on compose dans l'identité ici. Et je dis, en fait, ça suffit, en fait. Donc, le fait il suffit de construire une inverse à droite de C. S de M sur G vers TDW tel que S composé avec C et identité sur TDW. Alors pourquoi ça c'est un théorème, vraiment un théorème important de Procesi. En fait, avant de l'énoncer, j'ai dit que si on a ce morphisme, ça implique d'abord, en prenant l'image inverse, on a dans le cas de M sur G et vers KTD W, ça c'est la question de Chevalley. Donc ça c'est le morphisme spectral qu'on aimerait construire. Et on sait que la composition est l'identité. Donc ça implique d'abord que S étoile ici est injectif. Donc il suffit de démontrer qu'il est surjectif. Et on démontre qu'il est surjectif parce qu'on sait qu'on sont les générateurs de ce bidule. Donc on peut alors démontrer aussi que S étoile est surjectif en l'utilisant un théorème de Procesi. Je vais rappeler ce théorème.
Alors, Protégie s'occupe uniquement du cas GLN, mais on peut souvent s'y ramener. Donc G et GLN. En fait, il ne parle même pas de schéma commutant, il parle que donc on prend donc G, c'est l'algèbre des matrices. Alors, il dit que l'anneau des invariants de G à la puissance D, invariant sous la somme diagonale, est engendré par les fonctions de la forme, la trace de xi1, xi2, xim, ou I1, I2, IM, d'une suite arbitraire dans 1, 2 et 2. Donc ça peut se répéter. Donc, en fait, ça, c'est des traces de monômes non commutatifs. Pour les monômes non commutatifs, on prend la trace. Et il nous dit que ces fonctions engendrent l'algèbre des fonctions invariantes sur les uplets de matrice. Mais en fait, quand on restreint au commutant, c'est devient beaucoup plus joli. Donc ça implique que Km de G est engendré par la trace des monômes commutatifs. Donc les traces de XA-MA, XD-MD. Donc en supposant que ces variables se commutent, donc il suffit de penser ces monômes. Et en fait, il y a des travaux, il y a un travail à faire. Il faut voir les monômes commutatifs ici, sans voir ces monômes commutatifs ici, pour s'assurer que c'est surjectif. Mais c'est faisable. Pardon? Ah ben je dis que pour un groupe simplement connexe, tu as une construction évidente de G vers T sur W, le construction de Steinberg. Donc tu dis que dans l'anneau de son W invariant sous le tore est engendré par les fonctions de Schur S lambda. Donc ça, si tu l'assumes, et tu peux réaliser l'envoi S lambda sur la trace de la présentation de plus haut point V lambda. Donc tu as un morphisme, c'est Steinberg qui construit ce morphisme à la main, enfin en prenant les représentations. Donc il y a une construction par les représentations de ce morphisme, en quelque sorte tanakien. Mais il n'y en a pas pour ça. Enfin, il faut réfléchir plus pour trouver un pour ça. Ici, l'argument usien, c'est dit qu'en fait, la relation de Chauvelet est un isomorphisme, et on l'inverse. Et on n'a pas a priori d'isomorphisme. Il ne va pas raisonner sur les parties Smith, Tu peux, mais je pense que c'est vraiment compliqué. Et juste si je fais le polynôme caractéristique du crochet. Pour l'unum caractéristique du crochet. Je vais expliquer ce qu'il faut faire après. Mais enfin, je vais expliquer maintenant. C'est en fait
la façon de construire, et même en général, ce qu'on espère, ce n'est pas tout à fait fait, mais vous voyez que quand on a x, un θ, un élément dans l'algèbre de Lie, eh bien, on a son exponentielle. On va faire ce que c'est. Donc, exponentielle, ce sera donc le θ, ce sera un homomorphisme de un point de G à valeur dans, donc disons à valeur dans R, ça va être à valeur dans R, le crochet X. Ça s'envoie, donc c'est l'application usuelle exponentielle de θ, et il y en a 1 plus x au carré sur 2, etc. Et ça ne fait pas un point dans R, mais ça fait bien un point dans la série formelle. Donc une algèbre de Lie. Donc ici, la première remarque, c'est qu'un algèbre de Lie est équivalent à un homomorphisme de groupe formel de G1 chapeau dans G. Donc il y a le premier vecteur tangent et un peu les autres. Et donc ce qui est donc ici on exploite vraiment la commutation, donc M un uplet de x1, xd dans G tel que xi, xj égale à 1. C'est la même chose, homomorphisme formel de G1, chapeau à la puissance d dans G. Donc, chaque fois il y a un champ de vecteurs, vous pouvez le prolonger, ça fait le champ de vecteurs invariant. Et donc, c'est un peu comme le théorème de Picard, ça vous fait les flots. Et le fait que ça commute, en fait, ça fait un morphisme de Ga puissance dans R. Mais ce n'est pas, algébriquement, ce n'est pas bien défini, parce qu'il y a un peu de convergence, mais c'est bien défini formellement. Donc, ça fait on va écrire ce que c'est, mais c'est. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est le fait de base. Et donc, pour construire des fonctions invariantes sur G, donc on a vous voyez, comme si vous avez des fonctions invariantes sur M, on prend l'exponentielle. Donc si on a un point θ dans M de R, à valeur dans n'importe quel anneau, eh bien ça vous fait exponentielle de θ qui va être, du point de vue d'algèbre, c'est simplement un homomorphisme de l'algèbre de fonctions sur G, le groupe dans R crochet x1, xn. Donc c'est un homomorphisme d'algèbre de Hopf. Et donc c'est là où on utilise un fond caractéristique 0 parce qu'on divise pas beaucoup de factoriels. Et donc si on a si f un élément dans Kg, on a exponentielle de θ de f, ça va être une somme sur les m, ici c'est d, pardon, md dans n, donc n ça comprend 0 de
en quelque sorte, c'est f de θ 1 d1 même 1. Il faut écrire excusez-moi, je n'ai pas trouvé la bonne notation, mais vous écrivez comme série formelle. Donc ça, c'est des éléments de R. Donc à partir d'une seule fonction invariante sur G, vous avez toute une suite de fonctions invariantes sur MD, et celle-ci engendre, et ces fonctions engendrent. Vous prenez R, l'anneau K de M, pour c'est exactement, en fait, c'est exactement comme une autre façon de le voir de Pochesi. Quand on prend f, la fonction trace, c'est vraiment la trace de x1, d1, xm, dm. C'est une notation, c'est juste un coefficient de cette série formelle. Je ne sais pas comment noter ça. Mais c'est le même. On peut diviser par des M1. Ici, c'est M1, MD, divisé par M1, MD. Et c'est ce qui est supposé d'être la trace de X1, de θ1, M1, θd, MD. Mais écrit de cette façon, ça a un sens pour n'importe quel groupe. Et on remplace par trace par n'importe quelle fonction. Simplement, on écrit dans ces séries et prend les coefficients. Et je dis que, en faisant ça, j'obtiens un ensemble de générateurs de cet algèbre M, de cet algèbre de fonction M. Comment? Tout en caractéristique 0, oui. Je divise par beaucoup de factoriels. Oui. Donc, bon, maintenant, donc j'ai expliqué qu'on on a ce morphisme, le reste Chevalley qui est évident, et on a une sorte d'ensemble générateur de ceci et cela. Comme ça s'applique à T ou à GD, et il suffit de construire un morphisme qui est bien foutu, donc ensemble on voit générateur sur générateur et on aura une subjectivité. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Donc, dans le cas de GNLN, on va discuter maintenant cas par cas de la construction de S, la construction dans le cas GNLN, la construction de lignes. Il y a une construction de ligne qui est enfouie dans SGA4 qui n'avait rien à voir avec ça, mais il utilise cette construction. Donc, on part de θ. Je prends R à K, mais en fait, ça s'applique à n'importe quel anneau. C'est vraiment important de prendre sur n'importe quel compte parce qu'on va s'occuper d'impotent. Mais je prends quand même, pour simplifier la vie, je prends le VD K puissance D. Dans GLN. Donc une application commutante. Donc ça, c'est un point de M, et je dois associer sa donnée spectrale, donc un point de cela. Et comment on fait? Eh bien, le ligne prend les signes de θ qui va dans donc l'algèbre de polynôme, le signe de VD dans GNN, en faisant une multiplication de matrices. Parce que mes matrices sont bien commutantes, ça fait bien une application
un homomorphisme d'algèbre de polynôme vers l'algèbre des matrices. Et ensuite, il prend le déterminant vers 1,1. Donc ça fait donc le déterminant de S de θ. Ça va faire une application SVD dans 1,1. C'est une application algébrique, un morphisme. Donc ça, ce n'est pas une dimension finie, mais on voit comme une réunion des vecteurs de dimension finie. C'est une application algébrique. Algébrique homogène de degré n. Parce que les déterminants ici, on appelle degré n, et il est linéaire. Et donc, par principe général, chaque fois qu'on a une algébrique homogène de degré n, ce n'est qu'un point dans son dual. Et donc, c'est équivalent à un morphisme de S. C'est équivalent à donner un morphisme de V de D. C'est un morphisme linéaire. C'est une linéaire sur une forme linéaire sur le produit symétrique, donc les tenseurs symétriques. C'est vraiment le tenseur symétrique. Ici, ces parties-là, ça marche en caractéristique P en fait. Mais il ne faut pas prendre le quotient, il faut prendre le sous. C'est vraiment le tenseur symétrique. Donc les points fixes de sigma n dans ce machin. Il y a 1, 1. Il y a qu'un. Donc vous pouvez mettre R si vous voulez. Et c'est ça qui donne le spectral, le S de θ. Et en fait, puisque le déterminant. Donc après, ça c'est K linéaire. Mais puisque le déterminant est multiplicatif, en fait, le Sθ ici est un homomorphisme d'algèbre. Et donc, ça vous fait un K-point de. Ça vous fait un K-point de. C'est dans un K-point de T la puissance n divisé par W, ici c'est Sn. Donc ça fait un morphisme. Ça fait un morphisme. De N mod G, de T2, mod W, qui est l'inverse à droite de l'axiome de Chevalley. Donc, c'est une courbe un peu étonnante de ligne. Il utilise le fait que l'algèbre de Lie est la multiplication et qu'il y a des déterminants. Et donc ça résout vraiment le cas de GLN. Mais on voit bien que c'est un peu difficile de généraliser. En général, on n'a pas qu'est-ce que c'est la multiplication dans G, on n'a pas. Et en plus, le truc le plus dur ici, c'est ce genre de construction, ça fait que le groupe symétrique. Ici, il y a comme une coïncidence que le groupe de Weiss est un groupe symétrique. On passe ces tenseurs symétriques. Alors, comment fait-on pour d'autres groupes? Donc, il y a le cas SP2N. Donc, c'est en fait des tentatives pour que ça marche aussi, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en quelque sorte, c'est une. Comment étendre un peu cette construction étonnante de ligne à d'autres cas. Donc, je vous explique un peu. Le point essentiel donc SP2N, c'est en fait, à un moment donné, il faut utiliser le Pfaffian. La norme Pfaffienne. Au lieu du déterminant. J'ai expliqué cette construction d'algèbre linéaire un peu rigolote, mais comme en fait, c'est pas si facile que ça. C'est
Ça dépend vraiment de nombre astucieux. Alors, comment on fait ça? Donc, recommençons un peu l'algèbre linéaire. On a V égale V2n, c'est espace vectoriel de dimension 2n. Il faut que j'appelle comment on fait le Pfaffienne. Donc, on a toujours ce home de V dans V dual. Donc, ça c'est une forme bilinéaire sur V. Donc, ça c'est V dual tenseur avec lui-même. Donc, ça fait S2 de V dual plus lambda 2 de V dual, partie des formes symétriques et des formes antisymétriques. Et on a une application de mu, de lambda 2 de V dual vers lambda 2n de V dual en prenant la puissance n. Donc ça met oméga 1. On prend mu de oméga 1. Donc on s'envoie dans le Sn de lambda 2 et s'envoie dans lambda 2 de z. Et la forme mu est nombre dégénéré si donc ça c'est une droite, si ce vecteur est non nul. Et en quoi ceci est une... donc ça c'est une façon de voir la Pfaffienne. C'est bien un racine carrée déterminant, parce que si vous voyez, vous avez mu dans lambda 2 de V étoile, donc mu ça peut se voir comme une application de V dans V dual. Donc si vous prenez le transposé, vous obtenez moins de mu. Alors le det de mu, ça va être un truc de lambda 2n de V dans lambda 2n de V dual. Donc det de mu est un vecteur dans lambda 2n de V tenseur avec lui-même. Et il n'y a pas trop de choix, mais c'est det mu, c'est le det de oméga, c'est mu de oméga au carré. Donc c'est ce que dit que le Pfaffienne est une racine carrée déterminant. Alors, comment on va raccrocher à un autre petit problème, c'est qu'on a, si on maintenant fixe une forme symplectique nombre dégénéré, interné nombre dégénéré. Donc on a l'algèbre de Lie du groupe symplectique va être les éléments x dans les endomorphismes de V, tels que x uv, tels que oméga de x uv égale moins oméga de uxv. Et donc de sorte que vous voyez que donc x dans G s'envoie dans x oméga 0 égale à oméga 0 x, ça va être dans S2 de V dual. Donc en quelque sorte, l'algèbre de Lie du groupe symplectique est essentiellement des matrices symétriques. Mais donc il faut mieux prendre les précautions avec les V et les V dual pour ne pas se tromper. Et ensuite, mais vous voyez que si x et y, on a x au carré, en tant que matrice, il n'est pas dans G, bien sûr, c'est pas stable par multiplication, mais il va être dans G+, qui est donc le x dans endomorphisme de V, donc oméga de x uv égale à plus oméga 0 de uxv. Et donc, avec cette application, ce G+, ça va être la même chose que lambda 2 de V dual. Et c'est là-dessus qu'on a la Pfaffienne. Donc si on a dans θ1, θd, dans G, on aura donc le commutant
à l'intérieur de endomorphisme de V. Donc, ces matrices commutantes. On aura donc un S-θ qui va de S de l'algèbre d'un polynôme dans en de V, mais avec la condition de graduation. Donc, on a SI de θ, ça va être en SI de VD dans G, si I est impair, mais si SI de V, ça va être dans G+, si I est pair. Donc, en fait, de ce point de vue de construction de ligne, le G+, est plus sympathique. C'est une multiplication. Et donc, on a un homomorphisme de S+, qui va de somme directe de S2n VD, n dans n, dans G+. Et avec la Pfaffienne, j'aurai une application dans A1 qui est homogène de degré n. Donc le coût, c'est en fait d'appliquer le même truc, le même histoire de ligne à ce Pfaffienne. Mais il y a encore un point qui est à résoudre, c'est en quoi la Pfaffienne est multiplicative. Le déterminant il est multiplicatif, mais la Pfaffienne n'est pas forcément multiplicative. Parce que G+, en fait, on a XY dans G+. Alors il n'est pas sûr que XY dans G+. Je dis une bêtise, mais alors, implique XY dans G+, si une commute. Donc là, ici, il y a un petit lemme, en fait, qui est pour l'exercice, que si x et y dans G+, et si x et y égale à 0, si une commute, alors la Pfaffienne donc implique que x et y aussi dans G+, de x et y égale à la Pfaffienne de x et Pfaffienne de y. Alors, ce n'est pas vachement étonnant parce que le carré est déterminant, le carré est bien multiplicatif, mais comment passer à la racine carrée. Donc là, il y a toute une histoire, il faut en fait passer l'espace de lacet. En fait, il y a au point de x, l'application ici sur carré peut être mauvaise, mais quand on 1 plus epsilon x, on va vers 1, il y a un morphisme de carré va être étal, où on peut extraire facilement la racine carrée. Donc il y a la vraie géométrie à démontrer ce petit lemme. Eh bien, donc, une fois qu'on a ce lemme, on peut vraiment reprendre les arguments et ça donne on a d'abord la partie paire, et puis la partie impaire, c'est le plus ou moins 1 dans le groupe de Wald SP2N. Mais c'est quand même vraiment un peu de bricolage ici, mais on voit bien qu'il y a un truc non trivial. C'est vraiment le truc non trivial, c'est de démontrer ce petit lemme. Pas pour c'est facile pour les matrices à valeur dans un corps, mais le plus dur, c'est lorsqu'on a valeur dans une nidpotent. On perd un peu les pieds. Parce que dans les corps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut triangulariser. Alors, tout ce truc est facile une fois qu'on a triangularisé. Mais sur les nidpotents, on ne peut pas être triangularisé. Donc, le tout, c'est un peu de comment reprendre ces arguments dans un langage un peu plus performant pour que tous ces petits arguments puissent s'imbriquer là-dedans. Donc là, il n'y a pas de démonstration, mais je pense que ça devrait marcher comme ceci. Vous voyez qu'on a la construction, chaque fois qu'on a un θ dans M, donc on perd commutant θ1, θd,
θ i égale à θ j, eh bien on a un exponentiel de θ qui est un multi-arc en fait. Donc c'est une application du complété formel la puissance d dans G. Donc c'est vraiment un point de l'espace d'arc appliqué des fois à G. Et en fait, donc on a un morphisme, de M, qui lui est un schéma de T fini, un peu dégueulasse, la preuve avec nipotents et des composantes bizarres, mais il s'envoie de toute façon dans un truc qui n'est pas de T fini, mais qui est joli, c'est l'espace des arcs de G. En faisant chaque fois des champs de vecteurs commutants pour l'exponentielle. Et donc on a ceci. Et quand on a vu la construction de théorème de Procesi, ce n'est rien d'autre que de regarder l'application de ceci vers le MD de G mod G. Et on a même l'application de MD de T vers là-dessus. Donc ça on voit dans... et ici, on a le T puissance D. Ça, on voit là-dedans. Et donc T, D, W, ça, on voit sur MDT sur W. Voilà. Et donc ça on voit comme ça. Donc ça commute. Donc on a toutes ces constructions, par exemple de Procesi, on sait que la composition de M dans ce machin-là et que TD sont des dimensions fermées. Parce qu'à lever des fonctions ici, on engendre toutes les fonctions dans ce commutant. Donc ce qu'il faut démontrer, en fait, c'est qu'on a deux sous-schémas fermés de l'espace d'arc, T sur W, et ils ont le même point. Et il faut démontrer qu'ils sont égaux. Et donc il n'y a que point de l'imputant, parce qu'il n'y a que le... donc ça, c'est a priori plus gros parce que ça factorise, mais il faut démontrer que l'idéal imputant éventuel est nul. Et ça, c'est le type de cet argument de triangularisation ici. Je n'ai pas encore tout fini, mais je pense que c'est la bonne formulation pour une démonstration générale. Voilà, merci.